bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Isabelle Bensidoun pour la 20e édition du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Et on va vous parler ensemble de ce livre, La folle histoire de la mondialisation, qui est une bande dessinée, qui est co-signée par Enzo, qui a fait les illustrations. Absolument. Isabelle Bensidoun et Sébastien Jean. Isabelle qui va se présenter tout de suite. C'est chez les Arènes BD. C'est sorti en 2021. Et on est ensemble pour une petite demi-heure autour d'un très bel ouvrage. Merci. Isabelle, avant même de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous dire qui vous êtes, c'est quoi votre parcours. Voilà, dites-nous-en un peu plus sur qui je suis. Sur qui vous êtes, tout à fait. Je vais le faire juste de manière professionnelle. Donc, je suis une chercheuse en économie internationale avec un parcours un peu particulier, en tout cas pas en général, mais pour une chercheuse, parce que je ne suis pas spécialisée sur un sujet précis, ce qui est souvent le cas dans la recherche. Donc j'ai commencé ma carrière au CEPI il y a un peu plus de 30 ans. J'ai d'abord travaillé sur les taux de change, ensuite j'ai travaillé sur les économies en développement, sur les pays méditerranéens, les questions de croissance, d'inégalité, de lien justement entre ouverture et inégalité. Ensuite, j'ai passé quelques années au Conseil d'analyse économique en tant que conseillère scientifique. Et puis après, j'ai rejoint le Centre d'études de l'emploi pour travailler sur l'emploi informel dans les pays méditerranéens, mais j'ai aussi travaillé sur les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en France. Donc, un parcours pas très linéaire, en tout cas pour une chercheuse. Ouais, et un puis, parcours riche. Riche, oui, mais pas linéaire, c'est-à-dire j'ai pas creusé mon sillon. Et puis aussi à partir de la fin des années 90, là j'ai développé une activité qui était plus éditoriale, donc en devenant co-rédactrice en chef d'un ouvrage que publie le CEPI chaque année qui s'appelle L'économie mondiale. Et puis quand je suis revenue au CEPI, donc il y a un peu plus de 6 ans, après le Centre d'études de l'emploi, j'ai accentué un peu cet aspect éditorial. Donc avec ma collègue Isabelle Coupé-Soubeyran, nous avons édité plusieurs petits ouvrages justement de vulgarisation. Un premier lors de la campagne, la dernière campagne présidentielle, qui s'appelle L'économie internationale en campagne, et puis un autre à l'occasion des 40 ans du CEPI, donc c'était il y a 3 ans, qui s'appelait Carnet graphique, l'économie mondiale dévoile ses courbes. Donc on avait demandé à l'ensemble de nos collègues de revenir sur 40 ans d'économie mondiale, qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 40 ans. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, je dis, ces ouvrages sont disponibles en accès libre sur le site du CEPI. Et donc voilà, un parcours particulier. Je suis passée de l'économie mathématique et l'économétrie que j'ai étudiée pendant mes études à une carrière aujourd'hui un peu plus éditoriale, de vulgarisation, pour faire en sorte que les travaux, notamment de mes collègues, puissent alimenter le débat public. Très bien, très bien. Alors, vous avez beaucoup cité le CEPI au cours de votre de présentation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quoi le CEPI? C'est quoi l'acronyme? Ça correspond à quoi? Alors le CEPI, c'est le Centre d'études prospectives et d'information internationale. C'est un centre de recherche en économie internationale, donc c'est pas vraiment ce qu'il y a dans cet acronyme, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est un centre qui a été créé il y a un peu plus de 40 ans par Raymond Barre, qui avait pour mission, bien qu'il soit un centre de recherche qui est dans l'administration, mais de mettre le résultat de ses travaux dans le public. On ne travaille pas pour l'administration, même si de temps en temps on peut répondre à certaines questions, mais le but c'est vraiment de mettre nos travaux dans le public. Alors c'est un centre de recherche aussi qui est un peu particulier, parce que il n'a pas vocation à faire uniquement de la recherche, comme un labo par exemple à l'université ou comme le CNRS, mais aussi d'avoir une expertise et de participer au débat public. C'est-à-dire que les travaux des chercheurs du CEPI doivent trouver des débouchés autres que des débouchés académiques pour alimenter ce débat. Donc un centre un peu hybride entre la recherche et l'expertise. Très bien. Alors, c'est un ouvrage qui est co-signé à 3. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi un mot très rapide sur les deux co-auteurs? Très rapide. D'accord. Donc, j'ai fait le scénario de cette BD avec Sébastien Jean. Donc Sébastien Jean, qui a commencé aussi sa carrière au CEPI
quelques années après moi, qui en est parti à plusieurs reprises et qui est revenu il y a, je crois, 8 ou 9 ans et il en est le directeur. Et donc lui, il a eu un parcours plus linéaire que le mien, il est davantage spécialisé donc, sur les questions commerciales et sur les politiques commerciales. Et donc l'illustrateur, c'est Enzo, donc, qui est dessinateur, mais dont l'activité principale, c'est d'être journaliste à Alternative économique. Voilà. Le mensuel Alternative économique. Très bien. Menons-en à la BD. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient le projet, comment ça a démarré, voilà, c'est quoi la genèse du projet? Alors, la genèse du projet, c'est une demande qui nous a été faite par Hélène de Virieux, qui est éditrice aux Arènes, et qui nous a contactés en nous disant, voilà, j'ai un projet, je voudrais faire quelque chose sur la mondialisation, mais la mondialisation vue de France. Donc elle est venue nous voir avec ce projet. Donc avec Sébastien, on a été tout de suite très tentés par ce projet, mais en même temps, on a longtemps hésité parce qu'on se disait que là, c'était vraiment un véritable challenge pour nous de passer de la recherche à la BD. Là, c'était vraiment, on faisait un peu un grand écart dans nos activités. Donc on a beaucoup hésité, mais heureusement, Hélène, qui est quelqu'un qui a beaucoup de force de conviction et ne nous a pas lâchés. Et en fait, elle a emporté notre adhésion au moment où elle a trouvé Enzo comme dessinateur. D'abord parce qu'on a trouvé que ses dessins étaient magnifiques. Et puis c'est important quand on fait une BD que les dessins qui vont accompagner les textes qu'on écrit soient des dessins qu'on trouve beaux. Et ensuite parce qu'il était journaliste économique. Et là on s'est dit que ce serait plus simple de faire une BD avec un illustrateur qui connaissait un peu l'économie. Donc ça c'est un peu... Pour la petite histoire. Maintenant, ce qui fait aussi qu'en tant que chercheur, on a souhaité faire cette BD, c'est aussi, c'est à la fois parce qu'on se disait, on va essayer de répondre à ce défi, de réussir à faire de quelque chose d'aussi vulgarisé que ça, mais aussi parce qu'on se dit que en tant que chercheur, pour rendre nos travaux, nos connaissances utiles, il faut qu'on puisse les partager avec un large public. Et donc, d'ailleurs, c'est un peu dans cet esprit qu'on a fait cette BD, parce que ce n'est pas une BD dans laquelle on défend une thèse. C'est plutôt une BD où on a voulu mettre sur la table un certain nombre d'éléments de nos connaissances pour expliquer ce qu'est la mondialisation. C'est la première partie de cette BD qui fait état de l'ensemble des interdépendances, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient financières ou qu'elles soient humaines, même si elles sont moins prononcées dans la mondialisation d'aujourd'hui. Les hommes circulent moins que les capitaux ou les marchandises. C'était aussi pour dire comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment on en est arrivé à la mondialisation dans laquelle on est aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième partie de l'ouvrage, qui est un peu plus historique et qui décrit un peu c'est une série où on décrit un peu les différentes saisons de cette mondialisation. Et puis la troisième partie qui nous dit quels sont les effets de la mondialisation sur un certain nombre d'aspects, que ce soit la croissance, les inégalités, le climat et bien d'autres encore. Et notre idée, c'était de se dire que une fois qu'on aurait mis ça sur la table, que les lecteurs se seraient saisis de ça, ça leur permettrait de se faire leur propre idée. Et qu'on n'était pas là pour leur dire ce qu'il fallait penser, mais leur donner les éléments pour pouvoir se forger leur propre opinion. Très bien. Moi, j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur comment vous vous êtes mis dans l'état d'esprit d'une BD. Alors, au CEPI, il y a vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une attention très forte accordée à la nécessité, pardon du terme que j'aime pas trop, mais à vulgariser ou à rendre accessible à un public profane des idées qui sont souvent très abstraites ou très formelles. Les économistes ont ce défaut, malheureusement. Vous êtes habitué à le faire. Il y a l'excellente collection L'économie mondiale qui paraît chaque année aux éditions La Découverte, dans la collection Repères. Ouais. Remarquable, que je conseille vivement à toutes celles et tous ceux qui nous écouteront. Il y a le blog du CEPI, il y a la lettre du CEPI aussi. Ouais. Là, il y a quand même, ça demande un effort supplémentaire pour passer de la vulgarisation de travaux très abstraits à la BD. Dites-nous-en un peu plus. Comment concrètement
Comment ça s'est passé? Rentrons dans l'arrière-cuisine. Comment ça s'est D'accord. passé, quoi? Bon, d'abord, je suis contente que vous trouviez qu'on réussit au CEPI à faire en sorte de mettre les travaux Je le de la dis en recherche. toute sincérité, ils sont remarquables. Parce que voilà, moi, c'est une de mes activités maintenant la plus importante. Je suis responsable des publications, donc j'essaye vraiment de faire en sorte et d'aider mes collègues à pouvoir trouver un public plus large. Et donc maintenant, et c'est vrai que pour... vous citiez aussi l'économie mondiale, dont je suis co-rédactrice en chef, je le disais tout à l'heure, depuis de nombreuses années, donc qui est la publication la plus vulgarisée du CEPI, mais qui quand même est destinée à un public un petit peu averti. Hein. Moi, je vois quand j'ai des amis, bagage en économie. Voilà, tout à fait. quand j'ai des amis qui sont non économistes, qui pour me faire plaisir le lisent, me disent c'est intéressant, mais parfois ils ont quand même un petit peu de mal. Et donc là, effectivement, on entre avec la BD dans une autre dimension. C'est pas du tout ce à quoi on est habitué. Donc ça a réclamé beaucoup de travail, hein, un effort, mais en cela, on a été quand même aidé en fait, on a eu un travail d'équipe avec Sébastien. Donc, nous, on avait les textes, on préparait nos textes, et puis après, on avait des discussions avec Hélène, avec Enzo, qui nous disaient ce qu'ils en pensaient et qui nous ont aidés aussi à présenter les choses différemment. C'est-à-dire que dans la BD, il y a pas mal de dialogues. Il y a des dialogues entre nous, mais il y a aussi, ils nous ont dit, mais faites intervenir des personnages qui ont compté dans cette mondialisation. Donc, on a à la fois des hommes politiques, il y a aussi des chercheurs en économie qui ont fait avancer les choses dans un sens ou dans un autre, qui ont fait des travaux pour montrer quels étaient les effets de cette mondialisation. Donc, ils apparaissent dans la BD. Donc ça la rend un petit peu plus vivante, d'une certaine manière. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors maintenant, pour nous, elle est destinée à tout public, c'est-à-dire toutes les personnes qui s'intéressent à la mondialisation. Et ce qu'on a essayé de faire, c'était de rendre justement ce sujet qui est quand même relativement complexe et tendu, qui soit accessible. Alors est-ce qu'on a réussi? Ça, c'est les lecteurs qui nous le diront. Maintenant, on a déjà des premiers... Enfin, à la fois, moi, pendant la rédaction de cette BD, je le dis à la fin dans mes remerciements, mais j'ai été beaucoup aidée par ma fille, qui l'a relue, qui me disait, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, qui m'a permis de rendre certains passages plus digestes. Ma fille n'est pas économiste, elle fait des études de maths et de sciences politiques, mais elle n'a pas de bagage économique. Mon compagnon a aussi suivi la rédaction, il n'est pas du tout économiste non plus. Et puis Hélène, qui relisait, n'a pas non plus de formation en économie. Donc voilà, donc nous, notre souhait, c'est que même il peut y avoir des passages, notamment peut-être sur la finance, parce que c'est vraiment le domaine le plus complexe de l'économie, qui sont un peu compliqués, mais j'ai le sentiment quand même que les gens peuvent lire la BD. À un moment, il y a des explications de certains mécanismes, donc là, ça peut être un peu plus compliqué, mais ça n'empêche pas, à mon sens, de suivre et puis de permettre de comprendre ce qu'est cette mondialisation, comment on en est arrivé là, ce qui s'est fait, parce que c'est quand même une construction, cette mondialisation. C'est pas quelque chose qui s'impose à nous, hein. C'est des choix politiques qui vont soit l'encadrer, soit la stimuler. Et ça, je pense que c'est important de le savoir pour savoir ce qu'on fait après si on pense que cette mondialisation, elle a peut-être été un peu trop loin et qu'il y a des choses à réformer. Donc, je pense que voilà, pour se faire son idée, il faut déjà comprendre. Très bien. Alors, je reviens sur le titre, La folle histoire de la mondialisation. Qu'est-ce qu'elle a de folle, cette histoire, justement, quoi? Qu'est-ce qu'elle a de folle? Alors j'ai presque envie de vous retourner la question. Alors pas parce que je veux pas y répondre, mais parce qu'en fait le titre a été trouvé par l'éditrice Hélène de Virieu, parce qu'elle trouvait que ce qu'on lui racontait c'était quand même un peu fou, quoi. Donc pour prendre des exemples, elle trouvait que c'était fou l'ampleur des interdépendances, hein, au niveau commercial, au niveau financier. On donne des chiffres, hein, dans la première partie. Et là ce matin j'ai un collègue à qui je l'ai envoyé aux États-Unis, qui est un spécialiste des inégalités, mais aussi de la mondialisation, et qui me disait qu'il avait trouvé vraiment cette première partie. Il dit on peut le savoir, mais quand on a les chiffres sous le nez, vraiment on se dit que c'est impressionnant. Je veux dire, en France, on a près de la moitié des biens en dehors de l'énergie, hein, qu'on consomme, qui viennent de l'étranger. Et ça, c'est et même
pour des biens qui sont produits en France, il y a des composants qui viennent d'ailleurs. Donc là, ça nous amène à plus de 60% de ce qu'on consomme qui vient de l'étranger. Donc c'est quand même des chiffres importants. Il y a des choses aussi sur la finance, etc. Tout ça est donné dans la première partie. Donc il y a l'ampleur des interdépendances. Il y avait aussi le fait qu'il y ait déjà eu une autre mondialisation qui existait au XIXe siècle, qui ressemble un peu à celle dans laquelle on est aujourd'hui. Le fait aussi qu'on ait mis en place, ça c'est plutôt dans la deuxième partie, ce qu'on présente, un peu les mêmes recettes un peu partout dans le monde. Donc ça c'est aussi un peu fou de se dire qu'on est poussé à le processus de libéralisation partout, les mêmes recettes, la même idée qu'il fallait moins d'intervention de l'État tout le temps, partout. Le fait aussi que... ah oui, il y a des choses aussi qui l'avaient étonné, c'était sur la participation des Français, notamment des socialistes français, à la construction de la mondialisation financière. Donc ça, c'est des choses aussi qui ne sont pas connues. C'est un peu fou quand même, on se dit que c'est plutôt américain quand même. On en parle dans l'autre BD signé par Benoît Colomba, Damien Cuvillier, ils évoquent aussi cet aspect-là dans le choix du chômage. Voilà, d'accord. Je vous ai coupé, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'un peu fou? Le fait aussi, je crois que sur la libéralisation financière, par exemple, qui a été promue par le Fonds monétaire international dans les pays en développement, ça, alors même que les années 90 sont jalonnées de crises financières dans ces pays, avec des effets dévastateurs sur l'économie réelle, et pour autant, on a continué à promouvoir ça. Il y a aussi un autre élément qui est un peu frappant, c'est que la mondialisation, à partir du milieu des années 90, elle a conduit à une fiscalité sur les revenus du travail qui a favorisé les 1% les plus riches et, pas la classe, et beaucoup moins la classe moyenne. Donc ça aussi, c'est quelque chose, alors qu'on était sans doute dans un moment où il aurait fallu compenser les perdants de la mondialisation, eh bien la fiscalité n'a pas du tout aidé. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qu'on évoque dans cette BD, et donc on peut se dire que c'est peut-être un peu fou. Très bien, très bien. Justement, on va revenir un peu en arrière. Vous faites revenir le début de la mondialisation au milieu du 19e siècle. Il y a d'autres chercheurs qui font un choix différent, qui considèrent, eux, que la mondialisation renvoie plus loin, plutôt le 15e, au 16e, voire 17e siècle, avec vraiment le début du commerce triangulaire, avec la traite transatlantique, avec tous ces aspects-là. Pourquoi ce choix d'avoir fait démarrer la mondialisation plutôt, disons, au milieu du 19e siècle, avec la genèse du capitalisme industriel? Alors, vous avez raison, je crois c'est clair qu'il y a un débat sur la datation de cette première mondialisation. Certains la font remonter au XVIIe et parfois même bien avant. C'est-à-dire certains disent... mais depuis le début, il y a une forme de mondialisation. Alors moi, je ne suis pas historienne, donc je ne me sens pas armée pour intervenir dans ce débat. Je n'ai pas assez étudié ça. Maintenant, il est vrai qu'on annonce dans la BD une première mondialisation au XIXe siècle, comme vous venez de le dire. Alors pourquoi? Peut-être aussi parce que c'est une mondialisation où les interdépendances sont quand même, alors même si ce n'est pas les mêmes, elles sont assez similaires à celles qu'on observe dans la mondialisation d'aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que c'est une mondialisation pour laquelle on commence à avoir des données. Donc ça permet de la comparer aussi avec celles d'aujourd'hui, alors sur celles qui sont plus anciennes, pour pouvoir dire si c'est un peu la même chose que celle dans laquelle on est. Pour celles qui sont plus anciennes, on n'a pas vraiment de données économiques pour pouvoir les analyser. C'est plus difficile d'avoir déjà sur celles du 19e, c'est pas facile d'avoir des éléments chiffrés sur l'importance du commerce, des flux financiers, etc., même si on dispose. Sur celles qui sont plus anciennes non plus. C'était aussi, c'est la mondialisation qui précède celle dans laquelle on est, c'était aussi un moyen de dire que la mondialisation, c'est quelque chose qui peut être réversible. Elle s'est arrêtée pendant de nombreuses années, avant de reprendre après la Seconde Guerre mondiale, ou même plutôt à la fin des années 60. Et c'est aussi, et c'est en cela peut-être, je trouve qu'elle est assez similaire, même si ce n'est pas exactement les mêmes chiffres, ce n'est pas exactement la même chose que celle dans laquelle on est aujourd'hui, mais elle a conduit au même type d'interrogation que celle qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, les Français s'interrogeaient déjà sur est-ce qu'il faut limiter l'immigration,
Est-ce qu'il faut limiter les mouvements de capitaux et est-ce qu'il faut revenir sur les accords commerciaux? Donc on voit bien, c'était vraiment les mêmes questions que celles qu'on se pose aujourd'hui. Très bien. Alors, on le rappelle, le livre, il est en 3 parties. La première partie, c'est la mondialisation vue depuis la France, avec une approche sectorielle et par entreprise. La deuxième partie, c'est plutôt une approche historique. Enfin, vous revenez sur l'histoire de la mondialisation folle en l'occurrence. Puis la troisième partie, c'est un peu conçu sous la forme de questions-réponses, un peu dans une logique fact-checking. La mondialisation est-elle responsable de ça? La mondialisation. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette troisième partie et insister sur un point un peu en particulier. Voilà. Vous l'avez dit, votre objectif, c'est pas de convaincre le lecteur d'avoir telle opinion ou telle autre opinion, c'est de poser les termes du débat. Vous montrez que la mondialisation a des aspects positifs, mais qu'elle a des aspects négatifs, mais qu'elle a aussi des aspects positifs. Malgré tout, dans l'opinion publique, et même au-delà, la mondialisation draine une image négative de mondialisation davantage malheureuse que heureuse. Ce sentiment, non seulement il persiste, mais on a l'impression que ces dernières années, il a gagné en puissance avec les crises financières, avec la pandémie. Même un grand économiste comme Paul Krugman, qui a écrit il y a quelques années en arrière « La mondialisation n'est pas coupable », est revenu sur cette opinion, est revenu sur cette idée, et la désindustrialisation des États-Unis, des inégalités, la mondialisation a une part de responsabilité pour lui. Alors, comment vous expliquez je dirais pas ce paradoxe, mais le fait que l'opinion publique et celle d'un certain nombre de chercheurs continuent à parer la mondialisation d'aspects négatifs, au point où on parle même de démondialisation. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cet aspect-là? Alors, ce qu'on a essayé de faire dans cette troisième partie, c'est ce que vous dites, c'est de faire un peu un bilan. Mais pas un bilan pour aboutir à est-ce que les effets positifs l'emportent sur les aspects négatifs. Ça, à mon sens, c'est pas très intéressant et c'est pas comme ça qu'il faut poser les termes du débat. Pourquoi? Parce que d'abord, je pense que dans les années 90 et 2000, justement, c'est en vertu de ça que ceux qui ont promu la mondialisation, en disant bah, finalement, il y a plus d'effets positifs que d'effets négatifs, oui, donc il faut continuer à avancer dans ce sens. Moi, à mon avis, il est absolument impossible de faire une addition des effets et puis de regarder un seul et de se dire ah, il est positif ou il est négatif. Non, il y a des aspects positifs et négatifs, c'est ce que vous disiez. Et ce qui, à notre sens, est le plus intéressant, c'est de les regarder et de se dire à partir de là, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de limiter ces effets négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans cette troisième partie? Je crois on aborde un certain nombre de choses, il faudra que je regarde le sommaire, mais sur la croissance, on dit que finalement, on ne sait pas très bien. C'est-à-dire que souvent on nous dit bah, la mondialisation c'est bénéfique, mais en fait quand on regarde vraiment, c'est très difficile d'arriver à une conclusion ferme sur le fait que la mondialisation améliore la croissance, parce que c'est un outil, ça va dépendre des politiques qui l'accompagnent, ça va dépendre d'un contexte. Donc là-dessus, on ne sait pas très bien. Ensuite, sur le pouvoir d'achat, alors là, il y a un élément qui est très clair, c'est effectivement sur la partie pouvoir d'achat, si on regarde les prix, effectivement, la mondialisation, ça a conduit à des prix qui sont plus faibles et donc à un gain de pouvoir d'achat de ce point de vue-là. Maintenant, le pouvoir d'achat, c'est aussi son revenu. Et là, effectivement, la mondialisation, alors jusqu'à il y a peu, effectivement, ce que nous disait le consensus des économistes, c'était de dire les destructions d'emplois, notamment dans le secteur manufacturier, c'est davantage lié au progrès technique qu'à la mondialisation. C'est c'est ce que dit Paul Krugman dans son ouvrage « La mondialisation n'est pas coupable ». Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, on a vu qu'avec le commerce avec les pays en développement et notamment l'entrée de la Chine sur la scène internationale a complètement changé la donne et on reconnaît aujourd'hui bien que ça, oui, ça a conduit à des destructions d'emplois, donc on le présente dans cette partie. Il y a des travaux d'un chercheur qui s'appelle David Autor, je crois qu'il a vraiment complètement changé la manière dont ça a été perçu, même dans la communauté des économistes. Il faut dire qu'il a publié dans une des meilleures revues académiques qui est l'American Economic Review, donc ça après ça a porté. Et ces travaux ont été reproduits sur la France et on trouve le même type de résultats. Donc il y a bien eu des destructions liées au choc chinois, des destructions d'emplois liées au choc chinois.
Ensuite, ce qu'on montre aussi dans cette partie, je crois que c'est... Voilà, il y a un point aussi parmi ceux qui disent il faut continuer la mondialisation. C'est vrai, même quand on reconnaît ces effets inégalitaires, c'est-à-dire qu'il y a des gagnants et des perdants, mais c'est de dire finalement il faut compenser les perdants. Et puis on peut continuer comme ça en compensant les perdants. Seulement, c'est ce qu'on cite à un moment dans l'ouvrage, qu'est-ce qui s'est passé à partir du milieu des années 90 ? C'est ce que je disais tout à l'heure dans ce qu'il y a d'un peu fou, c'est qu'on a une mondialisation qui se traduit par une fiscalité sur les revenus du travail qui est plus favorable aux 1% les plus riches et moins favorable à la classe moyenne. Donc dans ce contexte, c'est quand même un peu plus compliqué de compenser les perdants. Alors on regarde aussi dans cette partie l'influence de la mondialisation sur la montée des populismes. On reconnaît ces effets inégalitaires, c'est-à-dire qu'il y a des gagnants et des perdants, mais c'est de dire finalement il faut compenser les perdants. Et puis on peut continuer comme ça en compensant les perdants. Seulement, c'est ce qu'on cite à un moment dans l'ouvrage, qu'est-ce qui s'est passé à partir du milieu des années 90 ? C'est ce que je disais tout à l'heure dans ce qu'il y a d'un peu fou, c'est qu'on a une mondialisation qui se traduit par une fiscalité sur les revenus du travail qui est plus favorable aux 1% les plus riches et moins favorable à la classe moyenne. Donc dans ce contexte, c'est quand même un peu plus compliqué de compenser les perdants. Alors on regarde aussi dans cette partie l'influence de la mondialisation sur la montée des populismes d'extrême droite. On regarde aussi les effets sur le climat où là on montre qu'il y a des avantages. Il y a des inconvénients, c'est ce à quoi on pense le plus facilement de la mondialisation sur l'environnement, mais il y a aussi des avantages. On regarde aussi sur la finance, on a un chapitre qui s'appelle « Peut-on dompter la finance ?» Et là, on montre que voilà, c'est-à-dire que là c'est pareil, c'est-à-dire que se dire la finance, non, faut tout arrêter, c'est pas non plus ce qu'il faut faire, parce que la finance, elle est utile. La question, c'est pas est-ce qu'il doit y avoir de la finance ou pas, la question c'est comment est-ce qu'on la réglemente cette finance. Et effectivement, après la crise financière, il y a des mesures qui ont été prises pour réglementer la finance, et voilà, on cite notamment Nathan Matty, qui est une chercheuse de Princeton, qui a écrit un ouvrage très intéressant là-dessus et qui dit c'est bien, on a mis en place des régulations, sauf qu'il aurait fallu aller nettement plus loin sur ces régulations et que tout ça, ça a été contré par le lobby bancaire qui ne souhaitait pas que ces réglementations soient poussées trop loin. Donc voilà, donc je crois qu'on dresse ni un bilan positif ni négatif, on dit ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif, et malgré tout, je crois que le sentiment, en tout cas des lecteurs qu'on a eu jusqu'à présent, c'était de se dire on en arrive à dire qu'il va falloir peut-être un peu changer certaines choses dans la manière dont la mondialisation s'est déroulée jusqu'à présent. Très bien. Est-ce qu'elle a dit son dernier mot, justement, cette mondialisation, à l'heure de la lutte contre le changement climatique, la nécessité, comme vous l'avez dit, de dompter la finance, la lutte contre les pandémies qui, si on en croit un certain nombre de chercheurs, vont probablement monter en puissance ces prochaines années si on poursuit ce modèle de développement extractiviste. Voilà. C'est quoi une mondialisation vertueuse, si tant est qu'elle puisse l'être? Donc, d'abord, je pense qu'elle n'a vraiment pas dit son dernier mot, parce que je pense que les interdépendances qui sont là, elles ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle va prendre effectivement une forme différente de celle qu'on a connue dans les années 90 et dans les années 2000. Je crois que ce qui est important, c'est de se dire que l'ouverture, ce n'est pas une fin en soi. En fait, c'est un outil. Alors jusqu'à présent, la manière dont la mondialisation s'est construite, c'est avec des règles qui font pour favoriser le commerce, pour favoriser les flux de capitaux, et le reste doit s'y adapter. Mais ça, on n'est pas forcé d'être là-dedans, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un changement dans la hiérarchie des priorités. Et moi, c'est vrai que je suis quand même, ces derniers temps, plutôt optimiste, en tout cas plus optimiste aujourd'hui qu'il y a quelques années. Tout d'abord parce que je crois qu'on n'est plus dans le même moment de la mondialisation depuis la crise financière. On était dans une période, les années 90 et 2000, d'hypermondialisation. Et aujourd'hui, la manière dont on en parle, on appelle ça la slowbalisation, que nos amis québécois ont traduit par mondialisation. Ils sont très innovants en matière linguistique, les Québécois. Et donc, c'est quoi ? C'est
c'est qu'en fait le dynamisme des flux commerciaux, des flux financiers a quand même marqué le pas, hein. C'est ce qu'on montre dans la BD. Sur les flux financiers, si on regarde un taux d'ouverture financière, il était à plus de 20% avant la crise financière, c'est revenu à 5%, donc il y a quand même eu des choses qui se sont produites. Ensuite, je pense que j'ai le sentiment qu'on est moins dogmatique aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, sur certains sujets, comme le contrôle des capitaux, pendant longtemps, c'était il ne faut absolument aucun contrôle, on a encouragé la libéralisation financière. Aujourd'hui, le FMI reconnaît lui-même qu'il peut y avoir des situations où il faut mettre en place des contrôles de capitaux. Il y a des sujets aussi comme celui des inégalités, de l'environnement, de la taxation des multinationales. Je crois qu'on a compris qu'il fallait agir. Et ça, il y a vraiment eu une prise de conscience. Et c'était pas là il y a 10 ans. Donc ça, c'est des facteurs qui sont plutôt encourageants. Et puis, il y a eu la crise sanitaire. Et pour moi, la crise sanitaire, elle a complètement changé la donne, en tout cas sur la place que les États doivent occuper dans l'économie. On l'a vu, hein, il y a eu quand même énormément d'argent qui a été mis, de soutien de la part des États, et c'est ce que demandaient la plupart des gens, hein, une protection de la part des États. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu loin, qu'on s'éloigne en tout cas du TINA, There is no alternative de Margaret Thatcher, qui est ce qu'on dit dans la BD, c'est un peu, ça pourrait être le titre de la deuxième saison, du deuxième épisode de la deuxième saison à partir des années 80. C'est vraiment, il n'y a aucune alternative, on va dans la libéralisation, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu loin de ça. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est assez encourageant les premiers mois de Joe Biden, parce que ça montre qu'il y a des alternatives qui sont possibles. J'ai l'impression qu'on sort du néolibéralisme, en tout cas aux États-Unis, hein, peut-être pas en Europe, et que donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est plutôt encourageant. Il y a aussi un autre domaine, par exemple, si je pense aux politiques industrielles, il n'y a pas si longtemps que ça, elles étaient complètement décriées, en tout cas dans un certain cercle, et aujourd'hui on reconnaît que ça peut être utile pour regagner en souveraineté sur les produits essentiels, ou même pour développer des secteurs d'avenir. Donc je trouve qu'on est quand même dans un paradigme qui est en train de changer. Très bien. En tout cas, bon, en même temps, je suis de nature très optimiste, donc peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que ça me donne. Très bien. Merci beaucoup Isabelle pour ce bref aperçu du contenu d'une bande dessinée extrêmement intéressante, très très riche, très bien dessinée, très bien illustrée. Je trouve que Enzo a aussi fait un remarquable travail. Donc je rappelle le titre, La folle histoire de la mondialisation. C'est chez Les Arènes, c'est sorti en 2021. C'est co-signé par Isabelle Bensidoun, qu'on remercie très chaleureusement, Sébastien Jean et Enzo. Merci beaucoup.